Mesdames, Messieurs, chers amis, nous vous avons réunis aujourd'hui pour le lancement officiel de la section Loire-Atlantique du collectif Racine. Avant de céder la parole aux intervenantes présentes à mes côtés, lesquelles je présenterai dans un instant, je voudrais, à titre liminaire, dire quelques mots de notre collectif. Et je m'adresse ce faisant tout particulièrement à ceux d'entre vous qui, malgré la notoriété que nous avons désormais atteinte, en auraient appris depuis peu l'existence. Le collectif Racine que nous avons lancé avec Marine Le Pen à la fin de l'an dernier est une association professionnelle, mais sans être pour autant, et en aucun cas, j'y reviendrai plus longuement, un syndicat. Il s'agit bien d'un mouvement qui, quoique de nature professionnelle, se définit par l'engagement politique qui est le sien. Le collectif Racine rassemble les enseignants patriotes en activité ou retraités, du primaire, du secondaire ou du supérieur, de l'enseignement général et technologique comme professionnel, du public aussi bien que du privé. Il accueille également les étudiants qui se dédient à une carrière dans l'enseignement et il est tout aussi bien ouvert à tout personnel de l'éducation, qu'il soit administratif, de direction ou d'inspection. Ce qui tous nous réunit, c'est d'abord le constat, à la fois désolant et désolé, du déclin que connaît depuis plusieurs décennies déjà notre système d'éducation et d'instruction. Car l'école va mal et l'université ne se porte pas mieux. Ce déclin, nous le vivons dans nos pratiques, dans l'exercice de notre métier, et nombre d'enseignants l'endurent au quotidien. Il se signale par le fait que beaucoup d'établissements scolaires ne sont plus le lieu où s'apprend la socialité et où l'instruction est dispensée, tant ils sont submergés par la violence sociale. Il se signale encore par le fait que l'autorité des maîtres étant de plus en plus souvent bafouée, ils ne peuvent plus remplir leur mission pourtant essentielle de transmission du savoir, et il se signale surtout par cette sombre évidence, le système d'enseignement, loin de combler les inégalités, de permettre la promotion sociale, en est venu à accentuer le déterminisme social. Eh bien, si beaucoup d'entre nous avons souvent des raisons de désespérer de l'école telle qu'elle est devenue, nous ne nous résolvons pas pour autant à consentir à ce que nous refusons de voir comme une fatalité. Et c'est parce que nous savons que la situation dans laquelle se trouve l'école a les mêmes causes politiques que celles ayant provoqué la relégation et le déclassement de la France, et les mêmes responsables, parce que nous croyons en la France et en son avenir, en la France dont nous sommes amoureux autant que nous le sommes de son école, que nous avons constitué le collectif Racine afin de préparer le redressement de l'école de la République que nous appelons de nos vœux, et que nous l'avons constitué dans le cadre du Rassemblement Bleu Marine, structure dont la vocation est de réunir les forces politiques qui permettront et mettront en œuvre le redressement national. Alors nous avons entrepris ce travail de fond consistant à analyser chacun des dysfonctionnements qui, de la maternelle à l'université, compromettent notre système d'enseignement. Et sur cette base, nous commençons à élaborer des propositions concrètes, réalistes et chiffrées dont la mise en œuvre permettra son redressement effectif. Et de plus en plus nombreux sont les enseignants qui nous rejoignent, tant ils identifient la légitimité de notre engagement et la justesse de nos positions. Si bien que pour leur permettre de se réunir, d'échanger, de débattre et d'unir leurs compétences, nous travaillons à l'implantation locale de notre mouvement par la mise en place de ces sections départementales. Ce fut d'abord celle du Var que j'inaugurais le 26 avril dernier en la belle ville de Fréjus, récemment gagnée par notre mouvement politique. Ce sera à la fin du mois celle de Paris et dès la rentrée de septembre, d'autres encore verront le jour. C'est donc aujourd'hui celle de Loire-Atlantique que j'ai le plaisir d'inaugurer en votre présence en cédant dès à présent la parole aux intervenants que nous allons entendre. Madame Patricia Lemoal, professeure d'économie-gestion, que je remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de prendre la responsabilité de cette nouvelle section départementale, et Madame Géraldine Rose, professeure de mathématiques en collège classé zone d'éducation prioritaire, qui prendra la parole ensuite et nous instruira de la réalité des établissements dits sensibles, tout en nous faisant partager aussi sa foi dans l'avenir de l'école. Alors, je vais me présenter. En guise d'introduction, je vais dire que je suis donc enseignante en économie-gestion commerciale. Je l'ai été dans 4 lycées en Loire-Atlantique. J'ai également assumé des fonctions d'ATER, ça veut dire attaché temporaire d'enseignement et de recherche, dans 3 facultés du Grand Ouest, Brest, Tours, Nantes, pour ne pas les citer. Dans les UFR de psychologie, ma spécialité était la psychologie clinique. Je suis fille d'enseignante de l'école publique. Le contexte de mon engagement, c'est que j'ai déjà milité à la jeunesse communiste
lorsque j'étais en terminale et en première année de fac. Bon, j'ai été déçue pour diverses raisons et j'ai voté par la suite à gauche les années suivantes. Et aujourd'hui, réellement, je me définis comme une patriote de gauche. Alors je remercie Alain pour la confiance qu'il m'a accordée en me nommant secrétaire départementale de l'association et je ferai mon possible pour répondre aux attentes du collectif Racine 44. Bon, alors, vous avez compris que j'étais psychologue également, donc je suis très sensible à la souffrance du corps enseignant. Donc bon, j'ai pas pu poursuivre ma carrière universitaire et après un licenciement économique d'un cabinet de gestion, j'ai donc pensé à enseigner dans le secondaire, après avoir enseigné évidemment à l'université. Le choc, il a été vraiment terrible puisqu'il y a une énorme différence entre le milieu universitaire et le milieu lycéen. Et c'est en premier lieu justement que la souffrance du corps enseignant m'a interpellée. J'entendais des propos dans les salles de profs qui ne m'ont pas laissé insensible. J'étais vraiment très attentive d'ailleurs aux conversations qui se tenaient autour de moi. J'ai constaté donc une énorme souffrance des enseignants en raison des violences bien sûr, mais également de la solitude. Beaucoup sont résignés, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'enseignants sont résignés, attendent la retraite avec impatience et font souvent ce métier par défaut. J'entendais, j'aimerais bien changer de métier, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, je ne sais pas quelle formation entreprendre. Ce sont des discours en fait qu'on entend assez fréquemment dans les salles de profs. Alors le sujet, il est vraiment tabou dans le milieu de l'éducation nationale, toute cette souffrance justement, c'est l'omerta, c'est véritablement l'omerta. Donc le témoignage que Charlotte Charpeau a écrit, « Madame, vous êtes une prof de merde », qui est paru en 2009, a été pratiquement presque censurée. En tous les cas, elle a écrit sous un pseudo, par peur de représailles justement, puisqu'elle savait en fait qu'elle n'aurait aucun soutien de sa hiérarchie. Et ça fait évidemment ce témoignage écho à ce que j'entendais moi-même. Alors, je vais quand même citer un extrait de son ouvrage. « Tenir, parce que c'est le mot, en effet. On ne dit pas on fait ce métier. On ne dit pas on l'exerce. On dit aujourd'hui on tient. Chaque jour est douloureux. Chaque jour est un défi. Et systématiquement, la conclusion s'impose en fin de journée. J'ai encore tenu. C'est bien. J'ai fièrement conquis un jour de plus, sans m'arrêter, sans craquer nerveusement, sans m'en aller en plein milieu d'une heure de classe. » Voilà. Alors, maintenant, je vais évoquer les signes de ce malaise du corps enseignant. Il est extrêmement visible. L'absentéisme, les arrêts maladie, la lassitude, les démissions, la baisse des candidatures au concours de l'enseignement primaire et secondaire. Tout cela interrogerait en fait n'importe quel DRH dans une entreprise privée. Force est de constater les faits suivants. Un professeur sur 6 est touché par le burn-out. Le burn-out, c'est le syndrome de l'épuisement professionnel. Les professeurs de collège et lycée sont donc 16% à être touchés par le burn-out, contre 11% dans les autres professions. Alors pour les premiers observateurs, le syndrome d'épuisement professionnel, ça vise principalement les personnes dont l'activité professionnelle implique un engagement relationnel important, comme les travailleurs sociaux, la profession médicale et les enseignants. Les causes déterminantes sont les confrontations répétées à la douleur, mais aussi à l'échec. Alors, il y a donc le burn-out pour un professeur sur 6, mais également, il y a 17 des enseignants qui sont dépressifs. 17%, c'est énorme. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les enseignants sont les seuls avec la police à bénéficier d'un établissement psychiatrique qui se trouve dans les Yvelines. Ça s'appelle l'Institut Marcel Rivière et c'est surnommé La Verrière par les enseignants. Près de 1000 patients s'y font soigner chaque année. Alors on a le burn-out, on a la dépression et également lorsqu'on interroge les enseignants, 30% des enseignants interrogés ont dit qu'ils songeaient souvent à quitter le métier.
Et les jeunes en dessous de 30 ans sont évidemment les plus exposés. Alors on entend même les élèves dire « Oh, monsieur X est un planqué, il gagne tel salaire, voilà, il fait toujours les mêmes cours depuis de nombreuses années. » Alors je leur ai demandé à mes élèves, dans cette classe, je leur ai dit « D'accord, on est planqué quand on est enseignant. Mais qui peut devenir enseignant plus tard? Il n'y a pas un seul doigt qui s'est levé. » Donc voilà. Alors, les raisons, parce qu'on bon, a les signes donc d'un épuisement professionnel évident, d'une souffrance évidente. Il y a diverses raisons de quoi souffrent nos professeurs. Le laxisme face aux violences scolaires. Depuis une quinzaine d'années, l'insécurité n'a pas cessé de progresser de l'ordre de 10%. Ce qu'on constate également, le parent d'élève est devenu le client du professeur et le client du proviseur ou principal de l'établissement. C'est ce qu'on constate tous les jours. Voilà, il faut être cool avec tel ou tel élève parce qu'on a peur des représailles d'un parent d'élève ou voilà, on justifie tout. On a peur véritablement du parent d'élève, le parent d'élève et le client. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a un remplacement, on essaie de remplacer rapidement le professeur parce que justement on a peur des réactions des parents d'élèves. Alors, pourquoi les professeurs souffrent? On peut également évoquer le pédagogisme. Dans le pédagogisme, en fait, l'élève est vraiment au centre. Alors je rappelle la définition. Le pédagogisme est un ensemble de méthodes d'enseignement scolaire qui se caractérise par l'importance qu'elle accorde à l'épanouissement de l'enfant pendant son éducation. Il s'oppose à un autre courant qui insiste au contraire sur la transmission des savoirs du maître à l'élève. Alors, c'est quelque chose d'insensé parce qu'en fait, on pense que le pédagogisme, on accorde soi-disant de l'épanouissement. Mais en fait, c'est tout le contraire. Le résultat, c'est tout le contraire. Parce que ce que demande l'enfant et l'adolescent, ce sont justement des limites, des règles pour se structurer, pour se sentir en sécurité. Et avec le pédagogisme, c'est exactement l'inverse que l'on fait. Alors, d'autres raisons que l'on peut invoquer, c'est la surcharge accrue de travail, le manque de moyens, l'absence de soutien. Je répète, l'absence de soutien, non seulement les enseignants souffrants ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, et évidemment, il n'y a pas non plus de médecins ou de psychologues spécialistes de la prévention et du traitement des risques psychosociaux. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas de médecine de travail, proprement dit. Ils souffrent de la succession permanente des réformes, souvent vécues comme insensées. Et enfin, le collège unique, et j'en passe. Donc, évidemment, tous ces problèmes, tous ces signes de souffrance, ça a un impact, ça se répercute sur les élèves et sur le système d'éducation nationale dans sa totalité. Les élèves ne peuvent absolument pas bien travailler dans des conditions, sinon, c'est eux aussi qui en premier subissent les conséquences, les arrêts de maladie de leurs professeurs, d'ailleurs qui est tardivement remplacé pour des mesures d'économie. Le rectorat, par exemple, dira toujours invariablement au chef d'établissement oui, on a eu du mal à trouver un remplaçant. Mais en fait, à mon avis, c'est pas tout à fait exact. Voilà. Je crois qu'ils le font aussi pour des mesures d'économie. Enfin, terminons quand même sur une note positive, parce que ces problèmes peuvent être toutefois résolus. Il s'agit pour nous maintenant d'œuvrer pour le redressement de l'école. Et nous préconisons un certain nombre de choses, comme la fin de la culture laxiste et le rétablissement de la tolérance zéro pour les faits de violence, la méritocratie pour les élèves, le rétablissement de l'autorité du professeur, l'élève n'est pas l'égal de son enseignant. Nous préconisons également un véritable service de santé et de prévention pour les enseignants, le respect absolu et légitime du parent d'élève pour l'enseignant, et enfin la fin du collège unique. Et je terminerai en disant « Vive la République ». Alors moi, je vais vous parler de mon métier d'enseignant. Donc ça fait 15 ans que j'enseigne. J'ai toujours voulu être enseignante en fait, donc ça tombe très bien. Vous enseignez où, pardon? J'enseigne à Saint-Nazaire. Pas passer dans le... Si, au collège Pierre d'Orange à Saint-Nazaire.
J'ai commencé en région parisienne, j'ai commencé par faire 3 ans de remplacement. Et ensuite, je voulais m'investir dans un poste et par-dessus tout, je voulais enseigner en ZEP. Ça m'a toujours motivée. Et donc voilà, j'ai demandé un poste donc, dans un établissement difficile à Sainte-Geneviève-des-Bois. Pour vous situer, c'est une commune limitrophe de Fleury-Mérogis et de Grigny. Donc en fait, on recrutait nos élèves sur Sainte-Geneviève, Fleury-Mérogis et Grigny. Et depuis, en fait, j'ai toujours continué en ZEP et en arrivant sur la région, j'ai redemandé une ZEP. Quand je suis arrivée en banlieue parisienne, j'ai été parachutée avec une 4e d'année de soutien, une 3e d'insertion. Donc enseigner, ça a rapidement été difficile. Quand on est un jeune enseignant, généralement, on se retrouve dans des établissements difficiles, sans expérience. Ce qui était difficile, c'était d'enseigner entre les bagarres, les insultes entre les élèves, et puis surtout les collègues qui rentraient en salle des profs en larmes. Je crois que c'est encore plus difficile à supporter en tant qu'adulte de voir un enseignant brisé par ce qui se passe en classe et dans les couloirs. Mais aujourd'hui, on retrouve toujours les mêmes problèmes. Pour vous donner 3-4 exemples de ce qui se passe, à la cantine récemment, on a eu un élève de 4e qui a frappé à terre avec des coups de pied dans le ventre un enfant de 6e parce qu'il avait, sans faire exprès, renversé son verre d'eau à table et donc il avait été éclaboussé par de l'eau. Donc il a été roué de coups dans le ventre. Une fois, en sortant de cours, une collègue s'est fait cracher dessus dans le couloir. L'élève a été convoqué. La raison qui a été donnée par l'élève et retenue par l'administration, c'est que l'élève était enrhumé, qu'il a toussé et sans faire exprès, il a craché sur l'enseignant. Donc je vous laisse prendre note de l'argument. Une contractuelle, son 2e jour de remplacement, puisque nous n'avons plus d'enseignants remplaçants. En tout cas, dans l'académie, c'est compliqué. Son 2e jour, un élève de 12 ans l'a plaqué au mur parce que cet élève avait discuté et avait fichu le bazar pendant l'heure. Elle lui demandait d'attendre 5 minutes à la fin du cours pour remplir son carnet de liaison. L'élève n'avait pas le temps d'attendre 5 minutes, trouvait ça injuste, donc l'a plaqué contre le mur. La semaine suivante, l'élève était toujours en classe, mais il ne s'était rien passé. Et toujours face à l'enseignante qui l'avait plaqué au mur. Pardonnez-moi, cette anecdote, oui. C'est une anecdote qui est intervenue au collège où vous enseignez actuellement. Oui, récemment, cette Pierre année. Rivourol, Oui. Récemment, une collègue contractuelle fait part de son inquiétude à un élève qui est en 3e, qui n'a pas d'orientation pour l'année prochaine, qui ne travaille pas en classe. Donc lui dit qu'elle est inquiète pour lui et que voilà, ça serait bien quand même que cet élève essaye de faire quelque chose. Et en fait, l'élève lui répond droit dans les yeux, mais c'est pour vous que je m'inquiète parce qu'avec vos cours pourris, c'est vous qui allez vous faire virer. Voilà, il ne s'est rien passé après d'ailleurs. Ce matin même, je prête mon équerre à un élève qui n'avait pas son matériel. À la fin de l'heure, il la laisse sur la table, je lui demande s'il peut la remettre sur mon bureau, qu'il remette mon matériel. Et il me dit, ah, ça va, il n'y a pas marqué mon chien sur mon front. Voilà, donc c'est juste, et il n'y aura pas de suite. Même si je fais un rapport, il n'y aura pas de suite. Donc je passe sur les insultes quotidiennes envers les enseignants, que ce soit des insultes directes ou indirectes. Sur les bagarres, les problèmes de raquettes, puisqu'il n'y a pas que les enseignants qui sont touchés par la violence en ZEP, il y a aussi les enfants, et c'est ce qui me préoccupe. Il y a aussi les parents qui contestent les punitions, qui justifient le fait que leur enfant n'a pas à être puni, et qui exigent même un changement d'enseignant si l'enseignant force l'enfant à écrire ce qui est au tableau. Et je vous l'assure, puisque je l'ai vécu, puisque ça m'est arrivé. Mais on ne peut pas toujours incriminer les parents, il faut aussi les comprendre. On leur promet sans cesse une école sans violence, on leur promet un lieu de vie bienveillant, une école du savoir où chacun pourra progresser à son rythme, une école pour tous, et on ne tient pas notre promesse. On ne tient pas parce qu'on ne veut pas la tenir. Donc du coup, le doute s'installe, la méfiance s'installe entre les parents et nous, et c'est vraiment néfaste pour les enfants. Ce qu'il en est réellement de cette promesse qu'on fait aux parents, je vais vous le dire. J'ai une classe en face de moi, cette année, de 21 élèves. Sur ces 21 élèves, j'ai 4 élèves qui relèvent d'un handicap, qui sont en inclusion dans ma classe, qui sont dans une structure ULIS, donc c'est unité localisée d'inclusion scolaire. Ensuite, j'ai 2 élèves qui ne comprennent quasiment pas le français. C'est extrêmement difficile de faire des mathématiques et d'expliquer les mathématiques dans ces conditions. J'ai 3 élèves qui relèvent de SECPA, donc qui ont passé des tests pour passer en SECPA. Seulement, il n'y a plus de place en SECPA, sur toutes les SECPA maintenant, on veut les supprimer, donc on les inclut dans des classes.
J'ai plusieurs élèves qui sont passés dans les classes supérieures sans avoir le niveau et qui souhaitent, eux, être en apprentissage, qui ne souhaitent pas être en classe. Donc c'est très très difficile quand on est enseignant d'avoir les parents en face de nous qui nous disent mais nous on nous a promis pour notre enfant que vous alliez l'aider et de leur dire oui, on aimerait bien, mais on n'y arrive pas. Alors comment faire en ZEP? Ça c'est la question. Moi on m'a dit quand j'ai commencé, puisque j'ai toujours travaillé en ZEP, hein, mais les élèves sont démotivés, alors il faut faire des projets. Alors moi je me suis dit, je commence en ZEP, je vais faire des projets. Alors j'ai fait des projets de classe très sympas, j'ai fait des voyages à la neige, j'ai fait des voyages à la mer, j'ai fait des sorties, voilà, j'ai fait tout ça. Et puis j'espérais que mes élèves allaient se mettre à travailler, ça n'a pas beaucoup marché. Alors c'est vrai que mes élèves, ils étaient un peu plus heureux en classe, ça c'est sûr, mais par contre le niveau il ne bougeait pas, ça décollait pas. Après on m'a dit qu'il fallait simplifier les cours parce que c'était trop compliqué, parce que les élèves en ZEP ont beaucoup de difficultés. Et déjà, je trouvais ça un petit peu limite de dire que comme ils sont issus du quartier, on doit leur faire moins de choses que les autres. Et puis alors du coup, j'ai simplifié, on m'a dit de faire des activités pour qu'ils découvrent par eux-mêmes les notions. Alors ça j'ai fait, là ils ne comprenaient plus rien, alors c'était dramatique. On m'a dit qu'il faut faire des programmes concrets. J'ai fait des programmes concrets pour comprendre l'utilité des maths. J'ai fait des formations, j'ai fait de la gestion mentale, j'ai fait comment intégrer les élèves dyslexiques, puisque maintenant beaucoup d'élèves sont dyslexiques. J'ai fait des formations sur le travail par compétences, et même comment évaluer sans mettre de mauvaises notes. En gros, on met une note. Alors ça n'a pas du tout changé le climat de mes classes. Les expériences des classes sans notes, moi je l'ai fait il y a 10 ans. Et voilà la réponse que j'ai de mes élèves, c'était ça va, on n'est pas des bébés, nous on veut des notes, quoi. Les couleurs, les A, B, C, ça va, nous on veut des vraies notes pour savoir où on en est. Et puis bon, comme j'ai essayé un petit peu au niveau pédagogique tout ce qu'on me proposait, je me suis dit je vais me tourner vers la psychologie, la sociologie pour essayer de trouver des réponses. Je me suis dit qu'après tout, peut-être que c'était ça qui nous manquait à l'école. Et je me suis dit en mélangeant la pédagogie, la psychologie, la sociologie, on va peut-être essayer de trouver quelque chose. Et puis j'ai expérimenté, j'ai pratiqué les innovations pédagogiques, hein, c'est un mot très à la mode, les innovations pédagogiques. Alors j'ai fait du suivi individuel d'élèves. J'ai été compréhensive, j'ai été psychologue en classe. Un élève qui m'insulte, c'est juste un élève en grande difficulté, en grande souffrance, qui n'a pas résolu son Oedipe. Il faut attendre que sa crise passe, il faut lui sourire, être très très compréhensive, faire un pas vers lui pour qu'il fasse un pas vers l'école. Alors ça, je l'ai fait. Mais oui, encore une fois, mes élèves étaient plus heureux, mais je ne faisais pas vraiment mon travail parce qu'en mathématiques, le niveau n'était toujours pas là et ça n'avançait pas. Et ces élèves-là, même en ZEP, ils ont le droit de progresser. Alors j'ai même animé des formations sur la prise en compte de la diversité scolaire au collège. Donc j'ai été dans différents collèges pour voir ce qui s'y passait, pour présenter ma réflexion, mon travail dessus. Et je me suis rendu compte que dans bon nombre d'établissements, en fait, on baissait les bras devant l'ampleur de la tâche. C'était plus facile de conforter l'élève dans ses difficultés en lui niant le droit de progresser. On présuppose que ces élèves qui sont en ZEP sont moins intelligents, moins ceci, moins cela que les autres. Et j'ai eu un inspecteur qui m'a dit, vous savez, vous enseignez en ZEP, donc si dans un contrôle un élève utilise un théorème, même si ça ne répond pas à la question, à partir du moment où il a su utiliser un des théorèmes que vous avez fait dans l'année, il faut quand même lui mettre des points. Et ça, je trouve que c'est méprisant pour les enfants qu'on a à l'école. Tout ça pour vous dire que la problématique de la difficulté scolaire en ZEP, c'est très très loin d'être simple. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent là-dedans. Mais par contre, elle est vraiment passionnante parce que comme on peut lire sur le collectif Racine, à l'école se prépare l'avenir de la nation, elle instruit le citoyen capable de penser par lui-même et d'assumer sa liberté. Et ça, nous le devons à ces enfants-là. Et puis le défi est encore plus grand en ZEP parce que tous ces élèves accumulent beaucoup de difficultés. Et puis quand on enseigne en ZEP, il faut être très précis. C'est vraiment un travail où on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis surtout quand on enseigne en ZEP et qu'on voit nos élèves réussir, c'est vraiment une grande satisfaction et on sait pourquoi on est là. Et on est vraiment heureux et eux aussi, et ils nous le rendent bien. Et puis là on a vraiment l'impression que l'ascenseur social il peut jouer un rôle et qu'il devrait agir. Parce qu'on en a beaucoup qui pourraient si on s'en donnait les moyens. C'est pour ça qu'après toutes ces raisons et après avoir essayé tout ce que je pouvais, tout ce qu'on m'a dit de faire, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule solution pour l'école, c'était d'être ambitieux et exigeant. Et ça pour tous, dans tous les établissements, que ce soit en ZEP ou pas en ZEP. Et il n'y a que comme ça que nos enfants pourront grandir
en dehors de l'ignorance et apprendre et être des citoyens. L'école doit être ambitieuse pour nos enfants parce qu'ils le valent bien, ils ont besoin qu'on croie en eux. Et si on ne leur ouvre pas nous-mêmes la porte de la culture, ces enfants-là, ils n'y entreront jamais. Et qu'est-ce qu'une société attend de l'école si ce n'est pas d'aider les enfants à mieux comprendre le monde qui les entoure? Être ambitieux pour nos enfants, c'est aussi être ambitieux sur le contenu des enseignements. C'est pas simplifier tout le temps, c'est exiger qu'au minimum qu'ils sachent lire, écrire et compter. C'est une exigence au-delà de laquelle on ne peut pas passer outre ça. Quand je vois des élèves en 4e qui ne font que déchiffrer et qui ne sont pas capables de lire un texte, c'est franchement inquiétant pour leur avenir. Je ne sais pas comment ils vont faire plus tard en tant qu'adultes. Il faut mettre en avant l'acquisition, le socle commun dont on parle beaucoup, met en avant l'acquisition des compétences et non pas des connaissances, ce qui pose un vrai problème pour nos élèves au niveau des repères. Être ambitieux, c'est permettre aussi à chacun de donner le meilleur de soi-même. C'est arrêter le collège unique, arrêter de penser qu'ils sont tous pareils. On a des élèves qui montrent de réelles capacités à faire des choses et on les casse complètement en leur disant « Non, toi, tu iras en collège, tu resteras jusqu'en 3e. Tu veux être menuisier? Non, tu ne feras pas, tu dois aller en 3e. » Du coup, l'élève il est brisé par l'école et ensuite reprendre un apprentissage, une voie professionnelle est extrêmement délicate. Quand on a passé plusieurs années dans un collège avec des mauvaises notes, on a une image de soi qui est absolument déplorable et c'est très difficile après de reconstruire quelque chose dessus. Le projet actuel aussi, c'est d'éviter le redoublement au maximum, donc on met en place des cycles. Donc maintenant on a augmenté les cycles de 3 ans, donc on a le cycle maternel, le cycle CP, CE1, CE2 et puis le cycle CM1, CM2, 6e. Avant, à la fin de la 6e, on avait des élèves qui pouvaient aller en CEPA. Maintenant, ils ne pourront plus puisqu'on n'oriente pas un élève en cours de cycle, puisqu'il n'a pas fini son cycle. Donc l'objectif est d'inclure ces élèves de CEPA dans des classes de collège, sauf que voilà, on n'est pas forcément spécialisé pour faire face à ces difficultés. Et puis ces enfants ont le droit d'avoir quelque chose quand même, d'avoir des gens spécialisés pour s'occuper d'eux. Et donc, il faut vraiment cesser avec ça. Et pour être ambitieux avec notre école, et être ambitieux pour l'école, il faut avant tout être exigeant. Parce qu'on ne peut pas être ambitieux sans exigence. Il faut être exigeant sur la discipline, sur le respect de l'autre. Puisque être bienveillant envers nos élèves, c'est aussi faire en sorte que l'école soit aussi un lieu de travail paisible, serein, où la violence n'est pas le maître mot. J'ai souvent vu des élèves qui font exprès de ne pas avoir des bonnes notes, parce qu'ils ont peur des représailles par rapport aux autres, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Ce n'est pas dans un climat de violence que nos élèves pourront apprendre, c'est absolument impossible. Comment un élève peut aller à la rencontre du savoir dans une école où la violence est quasi quotidienne? Je vous le demande, moi je pense que c'est absolument, encore une fois, impossible. Et là, le chemin risque d'être très très long et très très difficile pour nous, parce que dans la circulaire de rentrée 2014 de notre ministre concernant les sanctions, on nous parle encore des sanctions avec sursis qu'il faut généraliser. Le motif invoqué est le suivant, je vous lis, il s'agit de favoriser le recours à ce type de sanctions pour donner à l'élève la possibilité de témoigner de ses efforts de comportement. Là, on a beaucoup de soucis à se faire. Et c'est une vraie méconnaissance de l'enfant que de dire ça. Et on nous demande d'être exigeant et bienveillant. Mais avec cette histoire de cycle, avec cette histoire de sursis, on n'est ni exigeant ni bienveillant à l'égard de nos enfants. En plus, on veut supprimer les notes chiffrées, en nous disant que les notes chiffrées démotivent les élèves. Déjà, c'est un petit peu méprisant, parce que ça veut dire, pour les enseignants, ça veut dire qu'on en est encore à classer les contrôles de la meilleure à la moins bonne note, en humiliant ceux qui ont des mauvaises notes. Je vous assure que, moi, dans tous les enseignants que je connais, je n'en connais pas qui pratiquent ce genre de choses. Et puis, il faut arrêter ça. Les élèves n'en veulent pas. La note aussi, c'est un levier de réussite. C'est grâce à la note aussi qu'on les tient, nos élèves. On les tient où on peut leur montrer, parce qu'on ne se fait pas forcément entendre par nos élèves, mais la note, c'est quelque chose de neutre qui leur montre qu'ils progressent. Et ça, c'est vraiment important. Elle reconnaît les efforts de l'élève, et ça ne remet pas du tout en cause la difficulté de l'élève, bien au contraire. Ça leur permet de se positionner vis-à-vis de leur père dans la classe. Ensuite, ça permet aussi un meilleur choix d'orientation. D'ailleurs, il faudra en parler de l'orientation, parce qu'il faut arrêter de supprimer l'orientation.
Et c'est pour tout ça que l'école a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et quand je dis que le collectif Racine aurait d'autres objectifs que de faire rentrer la politique à l'école, je réponds que pas du tout, ils se trompent. En fait, c'est la problématique de l'école qu'il faut faire rentrer dans la politique. Il faut que des mesures soient prises pour protéger notre école et donner à nos enfants un enseignement de qualité. Et pour ça, il est urgent de mettre fin au collège unique et de valoriser des orientations de qualité pour qu'enfin cesse la souffrance de nos enfants qui sont à l'école. Merci beaucoup Géraldine, merci beaucoup Patricia pour la force et la pertinence de vos propos. À travers ce que vous venez toutes deux d'énoncer, nous avons tous ressenti, je le crois, à la fois la gravité de la situation dans laquelle notre système d'enseignement s'est enfoncé, mais tout aussi bien notre foi commune dans la possibilité d'un sursaut qui permettra son redressement. Car nous refusons d'être de ces enseignants qu'évoquait Patricia, qui, dépassés par la situation, aimeraient changer de métier sans le plus souvent d'ailleurs s'y résoudre. Nous croyons au contraire que oui, l'école de la République peut être redressée pour peu que soient réunies les conditions politiques de ce redressement. Et tel était le sens du propos sur lequel Géraldine vient d'achever son intervention. S'il dépend de conditions politiques, comme nous en sommes convaincus, que notre système d'enseignement soit restauré dans ses missions essentielles, pour permettre, et telle est sa mission, à chaque jeune Français de trouver sa juste place dans la société, dans son bien individuel et tout autant dans celui collectif de la nation, il faut alors qu'une analyse aiguë et politique, elle aussi, soit menée des causes qui ont conduit à la situation délétère que nous connaissons aujourd'hui. Il faut prendre l'exacte mesure des renoncements et des forfaitures dont, depuis bientôt 40 ans, se sont rendus coupables ceux qui ont conçu et mis en œuvre les politiques éducatives. Et il faut tout particulièrement voir dans la situation actuelle la conséquence ô combien délétère de l'idéologie égalitariste traditionnellement portée par la gauche. Cette idéologie dont le système scolaire a été, pour sa plus grande perte, le champ d'application repose sur un invraisemblable contresens sur l'égalité. Car l'égalité bien comprise est d'abord l'égalité des droits et des chances, qui implique, pour autant que les chances égales soient données à tous, l'émulation par l'effort et la promotion par le mérite. Et c'est au titre de cette juste conception de l'égalité que l'école a pu autrefois remplir l'objectif de la sélection des meilleurs par la promotion de tous, pour reprendre l'heureuse formule de Paul Langevin, c'est-à-dire permettre l'ascension sociale selon les plus justes des critères, les efforts, les talents, le mérite donc. Or, c'est ne rien comprendre à l'égalité républicaine, c'est même en perpétrer le détournement pur et simple, que de nier, au nom d'une égalité comprise à contresens, les différences de compétences et d'aspirations qui pourtant souvent se manifestent précocement chez les enfants. C'est pis encore interdire leur réalisation que de battre en brèche toute sélection sans parvenir à comprendre que la sélection des meilleurs est autant nécessaire que légitime pour autant qu'elle s'effectue par la promotion de tous. Ainsi, au titre de l'égalitarisme, c'est-à-dire de l'égalité comprise à contresens, a-t-on mis en place dans les années 70 le collège unique dont vous avez parlé l'une et l'autre, qui a condamné ceux des enfants qui se seraient réalisés et épanouis dans les filières manuelles et techniques à suivre le même enseignement que ceux davantage disposés à se réaliser dans le cadre des savoirs théoriques. L'on a, ce faisant, par égalitarisme donc, étouffé les talents des uns comme des autres, interdit la réalisation des compétences de chacun, produit un échec scolaire massif et nourrit la violence scolaire qui en découle. On a, par égalitarisme toujours et encore, prétendu conduire tous les jeunes au baccalauréat. Sous le prétexte égalitariste de n'opérer aucune sélection, on a permis à la quasi-totalité d'une classe d'âge d'obtenir un bac de facto profondément dévalorisé, mais autorisant la poursuite d'études longues à l'université. Ainsi, ce cas de profondément pernicieux, le contresens égalitariste, apparaît dans toute son ampleur. Une sélection autrement plus brutale et injuste s'opère dans les faits. Le taux d'échec en première année d'université est massif et les étudiants qui obtiennent des diplômes universitaires, souvent largement dévalorisés eux aussi, sont souvent tenus avec leurs parents dans l'illusion que leurs études leur permettront une meilleure réussite sociale qu'eux, lors même qu'ils ne parviennent pas à faire valoir ces diplômes sur le marché du travail. L'égalitarisme, cette idéologie perverse, traditionnellement portée par la gauche et l'extrême gauche, a donc largement hypothéqué notre système d'enseignement. Et pourtant, nos détracteurs persistent à nous taxer des qualificatifs les plus infamants
au prétexte que nous voulons réinscrire l'école et l'université dans la tradition de l'égalité et du mérite républicain en prônant le principe de la sélection juste qui en découle. Je pense notamment, et avec quelque amusement, à cet enseignant et militant d'extrême gauche, obscur auteur d'un ouvrage intitulé « Instruire pour révolter », tout un programme, n'est-ce pas, et que je remercie au passage pour la multitude d'articles qu'il nous a consacrés, mais on ne peut demander, il est vrai, à un militant d'extrême gauche tendance libertaire d'y voir bien clair quant aux fondamentaux de la République. Il serait toutefois partiel d'imputer le déclin de l'école au seul égalitarisme dont je crois avoir montré qu'il est la négation même de l'égalité juste. Cette idéologie délétère, ayant inspiré l'essentiel des politiques éducatives portées et mises en œuvre par la gauche, n'est pas la seule responsable du déclin auquel l'école s'est trouvée acculée. Celui-ci est tout autant imputable à l'inspiration ultralibérale et mondialiste, ayant tout aussi bien orienté les politiques éducatives, surtout portées par les gouvernements de droite en l'occurrence. Le mondialisme est cette idéologie qui insuffle dans les esprits l'illusion de ce que la mondialisation serait le sens même de l'histoire, l'horizon indépassable de l'humanité, que l'attachement à la nation, à la patrie, relèverait de cette inadaptation au monde tel qu'il va et de ces archaïsmes qu'il faudrait à toute force solder, que l'individu humain n'aurait qu'un destin qu'il lui incomberait de pleinement accepter, celui d'exister hors sol, sans identité, pur apatride, y compris dans son propre pays, de n'être plus que ce citoyen du monde, cet individu atomisé et flottant, sans identité ni attache, hormis sa soumission au consumérisme généralisé. Eh bien, l'école, moyennant les politiques éducatives, est elle aussi requise par la logique mondialiste et ultralibérale. Elle en est le vecteur. D'abord par l'abaissement du niveau d'exigence et des savoirs effectivement transmis, dont on se convaincra en considérant l'appauvrissement progressif que les programmes scolaires ont connu depuis une trentaine d'années. On a ainsi progressivement condamné l'élève à l'ignorance. Ensuite, et plus significativement encore, par le refus manifestement assumé de transmettre le patrimoine et la culture nationale. Le français est tellement mal et tellement peu enseigné que beaucoup de jeunes sont aujourd'hui, pour ainsi dire, exilés hors de leur propre langue. Quant à l'enseignement de la géographie ou de l'histoire, ils maintiennent largement ces mêmes jeunes dans l'ignorance de ce qu'est leur pays, ses ressources et ses richesses, de même que ce que furent les pages glorieuses et les héros de son histoire. Napoléon et De Gaulle ont progressivement disparu des programmes, au profit par exemple, ineptie mondialiste, d'un empire africain du XIVe siècle. On a plus généralement encore prétendu placer l'élève au centre du système pour reprendre les termes de la tristement célèbre loi Jospin de 1989. Le savoir, quant à lui, a été relégué à la périphérie. On a ainsi cessé de chercher à instruire l'élève, de lui permettre de s'élever, en somme, en consacrant ses efforts à l'étude des savoirs qu'on ne lui a pas transmis. On a préféré le solliciter dans sa spontanéité prétendument inventive, de sorte qu'il n'est nullement exagéré de voir dans le système scolaire d'aujourd'hui cette école du capitalisme total, pour reprendre la formule de Jean-Claude Michéa, tant l'école en est venue aujourd'hui à produire ces individus atomisés et flottants qui, du fait du peu d'instruction qui leur est dispensée, deviendront des salariés d'autant plus flexibles que peu qualifiés et de parfaits consommateurs prêts à céder à toutes les pressions qu'exerce sur eux le marché généralisé. On le voit bien, les deux lignes idéologiques, celle égalitariste traditionnellement portée par la gauche et celle ultralibérale caractérisant plutôt la droite, ont orienté et dicté les politiques éducatives menées depuis près de 40 ans. C'est à ces politiques qu'est imputable la situation désastreuse dans laquelle se trouve aujourd'hui notre système d'enseignement. Elles ont chacune été le vecteur de l'autre, se sont intriquées sous l'égide de leur dénominateur commun, l'idéologie mondialiste. On le voit donc bien, en matière d'éducation comme en tout autre, nos mots sont l'œuvre commune de la gauche comme de la droite, de l'UMP comme du PS. L'impératif absolu est donc de rompre avec ces politiques scolaires et d'en finir une bonne fois pour toutes avec leurs délétères orientations. Il en va de l'avenir de notre jeunesse, de celui de notre école républicaine et donc de la France. Et c'est bien pourquoi la nature de l'engagement qui est celui du collectif Racine est intrinsèquement politique. Car
et nous en avons l'absolue conviction, ce n'est qu'à la faveur d'un changement politique radical que deviendra possible le redressement de l'école que nous appelons de nos voeux et auquel nous travaillons. C'est en effet par le haut qu'il sera permis à notre école de se retrouver elle-même et de renouer avec ses missions essentielles. C'est sous la condition nécessaire de la volonté politique sans faille qui en fera sa finalité en restaurant l'État dans sa souveraineté, et cette volonté politique sans faille, nous le savons, est incarnée par Marine Le Pen. Marine Le Pen, présidente du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, dont le collectif Racine est l'une des composantes, est l'incarnation manifeste de cette volonté politique inébranlable qui est en phase directe avec l'intérêt général du peuple français. Ainsi oriente-t-elle notre engagement politique qui est tout aussi bien un engagement en faveur de l'école de la République. C'est en effet parce que nous sommes amoureux de l'école, je le répète, autant qu'amoureux de la France, que nous voulons redresser la première pour que vive la seconde, pour que la France se retrouve. Car c'est de toute évidence l'avenir collectif d'une nation, autant que celui des individus que celle-ci lui confie, qui est en jeu en son école. Nous avons donc commencé et avons vocation à rassembler toujours plus largement les personnels de l'enseignement et de l'éducation qui sont animés par ce même indéfectiblement attachement à la France et à l'école. Et c'est de plus en plus nombreux que les enseignants patriotes nous rejoignent. Ne nous y trompons pas, dans ce milieu aussi, il y a des réserves inaltérables de patriotisme. Simplement subissait-elle jusqu'à présent une forme de terrorisme idéologique et nombre de pesanteurs qui en interdisaient l'expression. Nous faisons céder ces résistances l'une après l'autre. Non, l'extrême gauche libéralo-mondialiste n'exerce plus son monopole idéologique dans les salles des professeurs, car les patriotes que nous sommes à présent s'y trouvent et sont prêts pour beaucoup à l'assumer, et cela ne fait que commencer. Parallèlement, des personnalités de référence n'hésitent plus à exprimer publiquement la proximité qu'elles ressentent à l'égard des positions et des propositions qui sont les nôtres. Nous avons en particulier apprécié à sa juste valeur le récent article du Point où Jean-Paul Briguelli, une référence dans le monde de l'éducation, auteur notamment de l'excellent ouvrage « La fabrique du crétin », reconnaît le bon sens et le bien fondé du projet que nous portons. Assurés de cette proximité, nous avons déjà lancé en décembre dernier un appel en direction de ce monsieur. Et nous avons donc accueilli, sans surprise, mais avec une véritable satisfaction, le fait qu'il finisse par parcourir une bonne part du chemin qui le séparait de nous. Eh bien, monsieur Briguelli, je vous adresse ici, depuis Nantes, un nouvel et amical appel. Le collectif Racine vous tend la main pour que vous franchissiez le peu de distance qui vous reste. Nul doute que vous trouverez à nos côtés la possibilité de traduire en un engagement concret, avant de les traduire en actes effectifs, les analyses et positions que nous partageons. Tout cela, vous l'aurez compris, mes chers amis, est extrêmement encourageant. Les attentes auxquelles il est avéré que nous répondions chez les enseignants et bien au-delà chez les parents d'élèves, très souvent conscients des maux dont souffre l'école, auxquels s'ajoutent bien sûr les succès électoraux que connaît notre mouvement politique, tout cela doit nous inciter à poursuivre et à amplifier notre implantation. Et parallèlement, à développer et à approfondir le travail de fond que nous avons entrepris afin d'analyser l'ensemble des dysfonctionnements compromettant le système d'enseignement et pour ceci, pour le redresser effectivement lorsque nous accéderons aux responsabilités. Les enseignants patriotes doivent se rencontrer pour échanger, réfléchir ensemble et travailler de concert en partageant leur expérience et en unissant leurs compétences. Les sections départementales que nous avons entrepris de mettre progressivement en place, dont celle de Loire-Atlantique que nous inaugurons aujourd'hui, en fourniront le cadre. Et je sais, pour en avoir pris largement connaissance, combien est ici, à Nantes et à Saint-Nazaire aussi, vive l'envie de la part de nos adhérents de participer à cette tâche d'autant plus passionnante qu'elle s'inscrira dans l'histoire, par les contributions que nous apporterons au programme présidentiel de Marine Le Pen pour l'élection de 2017. J'adresse donc tous mes vœux à la nouvelle section du collectif Racine. Vive le collectif Racine, vive l'école de la République, vive la France. Nous sommes à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Le collectif Racine 44 existe depuis combien de temps officiellement et réunit combien de membres?
officiellement depuis, faut te laisser répondre, officiellement depuis aujourd'hui, c'est le lancement D'accord. officiel. D'accord. Il réunit une dizaine de membres pour l'instant, mais j'en ai fait l'expérience lors du lancement de la section varoise, qui fut la première lancée, donc le 28 avril dernier. Il s'avère que l'existence d'un collectif, parce que c'est ce qu'attendent les enseignants de pouvoir se rencontrer, a pour effet, donc il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas aussi dans le 44, eh bien, de nous attirer de nouveaux adhérents. Quel est son statut juridique? Alors il s'agit d'une association loi 1901. Comme je l'ai précisé peut-être rapidement, nous sommes une structure donc, associative qui s'est placée sous l'égide du Rassemblement Bleu Marine. Donc le Rassemblement Bleu Marine, c'est la structure justement qui a vocation à réaliser l'unité des patriotes au-delà du Front National, même si le Front National en est une composante et la composante dominante, mais il regroupe également le Ciel, Souveraineté, Indépendance et Liberté, une association qui a vocation plus spécifiquement à accueillir les patriotes de gauche, qui s'intitule le PEC, dont on entendra probablement parler dans les mois qui viennent, Patrie et Citoyenneté, également le collectif Racine, également un collectif étudiant que nous avons lancé avec Marine Le Pen le 8 mars dernier. Voilà donc le collectif Racine est une composante du Rassemblement Bleu Marine et une association loi 1901. Du coup, vous avez un budget de propre qui est de combien de... Nous sommes... Du coup, qui est alloué par le Rassemblement Bleu Marine? Non du tout, nous avons un budget propre, c'est-à-dire les cotisations de nos membres. Voilà, donc nous sommes autonomes des autres, du Rassemblement Bleu Marine et des autres structures aussi, enfin des autres organisations qui lui appartiennent. Et vous percevez une aide du Rassemblement Nous avons perçu une aide pour l'organisation de notre événement fondateur, mais cette section locale, par exemple, est faite sur les fonds du collectif lui-même. Donc là, c'est la section locale de l'association nationale. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, Donc, combien de membres à l'association nationale? Alors nous sommes à présent autour de plusieurs centaines. Je vais vous donner une fourchette parce qu'il y a des adhésions avec des membres, c'est celle qui compte, vous me direz, des adhérents qui ont payé leur cotisation, d'autres qui vont la payer incessamment, d'autres qui sont sympathisants. Donc nous sommes à alentours de 600-700 à l'heure actuelle, 750 si je compte large. Il y a un jour de cotisation, c'est combien? Alors il y a plusieurs paliers de cotisation. Nous nous sommes inspirés de ce qui existe justement pour le Rassemblement Bleu Marine. Quelqu'un qui appartiendrait déjà soit au Rassemblement Bleu Marine, soit au Front National, soit au Ciel, soit au PEC, la cotisation est de 20 €, c'est ça. Quelqu'un qui serait extérieur paierait une cotisation de 5 € de plus, je crois de 25 €. Mais alors du coup, il y a combien d'adhérents qui ont un jour de cotisation? Alors écoutez, il faudrait que j'ai le fichier sous les yeux. Qui sont un jour de Comme cotisation. vous parliez d'une fourchette. Oui, je vous dis, on est plusieurs centaines, on doit être au juste, je ne saurais vous dire exactement. Il y a des cotisations qui sont en attente, on est quelque chose comme 600, 750, si je compte large. La création de la section en Loire-Atlantique était quelque chose qui se discutait depuis plusieurs mois. C'est quoi son histoire et sa genèse localement dans le département? Alors, il se trouve que, je vais peut-être vous laisser répondre aussi, il se trouve que le secrétaire général que je suis habite à Nantes. D'ailleurs, il y a une singularité que je précise au passage du collectif Racine, c'est que son noyau dirigeant national n'est pas parisien. Nous avons quelqu'un à Lyon, quelqu'un qui est conseiller de Marine Le Pen pour l'enseignement scolaire, Valérie Lopi, qui habite dans les Bouches-du-Rhône. Monsieur Le Breton, qui était tête de liste Bleu Marine pour l'Ouest aux élections européennes, est aussi membre de l'association, donc il n'est pas non plus parisien. Et donc, étant à Nantes, j'ai eu la possibilité de rencontrer plus facilement, si vous voulez, les enseignants intéressés. Là, quand est-ce que les choses se sont mises en place? On a commencé à en parler depuis un mois, même pas, un peu plus, oui. Voilà. Depuis un mois, on a commencé à en parler depuis un mois. En fait, dans toutes ces histoires, ce qui est surtout compliqué, qui fixe des délais en les tributaires, si vous voulez, c'est la logistique et l'organisation. Il a fallu obtenir une salle, on avait prospecté à Saint-Nazaire initialement. On avait pensé initialement faire une conférence de lancement à Saint-Nazaire parce que Saint-Nazaire, c'est notamment la ville où se situe le tristement célèbre lycée expérimental. Et comme c'est pour nous l'absolu contre-modèle de l'école telle que nous la voulons,
nous avons envisagé de faire une conférence de lancement à Saint-Nazaire. Finalement, nous l'avons faite à Nantes. Êtes-vous tous trois membres du Front National? Moi, je suis, en tous les cas, je suis Pardon membre du Front National. Pardon, j'ai pas compris. Je suis membre du Front National, oui. Mais tout à l'heure, vous disiez de gauche, hein, on est d'accord. Patriote de gauche, oui, pourquoi pas. C'est pas compatible, pas du tout. Même. Pour ma part, non. Et vous Pour ma part, je suis au Front National et au Rassemblement Bleu Marine. Patriote de gauche, vous avez souligné, je rebondis si vous permettez, il s'avère que beaucoup, Madame Le Moal n'est pas du tout un cas isolé, beaucoup de membres du collectif Racine, c'est aussi mon cas, venons de la gauche. Ce qui est assez logique compte tenu du fait que le milieu enseignant est quand même très largement à gauche. Et pour préciser, c'est vraiment le cas notamment vraiment du noyau fondateur. Ce sont des gens qui viennent de la gauche chevènementiste. Hein, je me suis associé à la campagne présidentielle de 2002 pour Jean-Pierre Chevènement. C'est le cas vraiment de 3 des 4 membres qui forment le noyau, qui forment le bureau national. Vous avez brossé un important état des lieux, dénoncé pas mal de problématiques. Quelles sont les propositions principales du collectif Racine en Loire-Atlantique? Est-ce qu'il y a des choses locales à mettre en avant, ou est-ce qu'on est aussi finalement dans une déclinaison assez nationale? Je vais répondre aussi, enfin, Oui. on complétera. Pour ce qui est des propositions véritables que nous comptons, que nous élaborons pour pouvoir les mettre en œuvre, vous avez bien compris le sens de mon propos, il est bien clair que ce sont des propositions qui doivent être pensées au niveau national et être appliquées nationalement. D'ailleurs, nous sommes partisans d'une réorganisation de l'éducation nationale, particulièrement il y a une dérive que nous regrettons amèrement du point de vue administratif, c'est l'autonomie croissante des établissements scolaires. Bien. Nous sommes pour une recentralisation du système. Donc du coup, les propositions doivent se comprendre évidemment sur un plan national et les mesures seront à mettre en œuvre dans le cadre de cette recentralisation du système, donc également initiée nationalement. Le rôle, parce qu'il y avait ça aussi dans votre question, si je l'ai bien compris, le rôle d'une section locale, c'est notamment de se tenir informé des problématiques locales qui peuvent évidemment survenir dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement. Particulièrement, je pense particulièrement à quelque chose qui se passe non loin d'ici, dans l'académie de Poitiers, où on assiste, c'est des projets qui vont malheureusement aboutir à la prochaine rentrée scolaire, à la suppression de plusieurs classes préparatoires. D'ailleurs, le collectif Racine a pris position, a été même un des fers de lance de la lutte aux côtés des professeurs de classes préparatoires pour la défense de leur statut et pour la défense de ce que ce système a d'excellent. Vous avez là l'exemple, donc c'est pas à Nantes, vous me direz, mais vous avez là l'exemple effectivement de quelque chose qui survient localement, sur quoi le collectif Racine et ses sections locales en l'occurrence est voué à prendre position. Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont ébauchées pour... Ah oui. Oui. Oui, alors on aurait pu en parler, mais enfin, vous voulez être relativement bref. Écoutez, je vais vous en énumérer certaines si vous le souhaitez, mais enfin, je vous renvoie à notre site internet, notamment parce que c'était le texte fondateur. Mais si, par exemple, si on vous disait, voilà, 2 mesures urgentes à prendre, c'est quoi? 2 mesures urgentes, eh bien, ce serait dans un premier temps de revoir totalement les méthodes d'apprentissage de la lecture de l'école primaire. Nous sommes partisans de la méthode syllabique et nous considérons que la méthode globale, et même lorsqu'il s'agit simplement de méthodes semi-globales, elles sont déjà trop globales, ont provoqué tellement de désastres qu'il faut revenir à la méthode syllabique d'apprentissage de la lecture, la généraliser et la rendre obligatoire. Un ministre avait eu ce vœu pieux, il s'agit de Gilles de Robien, mais c'est bien connu, les ministres passent, l'administration du ministère, elle demeure, et ce vœu pieux n'a été suivi d'aucun acte. Donc là, c'est une mesure vraiment urgente, parce que c'est ce qui accule les élèves en nombre extrêmement important à l'échec scolaire, que de ne pas maîtriser la lecture et l'écriture. Vous m'en demandiez une deuxième. Eh bien, nous sommes pour la sélection juste, telle qu'on peut l'appeler, pour que l'école
se refondent sur le principe républicain du mérite, ce qui implique la sélection juste. La sélection juste ne pourra vraiment être efficiente qu'à la condition qu'il n'y ait plus aucune voie poubelle ou voie de garage. Donc, s'il y a une urgence entre toutes, c'est bien de réhabiliter la boîte technologique et professionnelle. Voilà. Nous avons des idées concrètes, parce que c'est une banalité, direz-vous. C'est-à-dire qu'on l'entend très souvent, particulièrement lorsque les politiques, à la faveur des campagnes électorales, exposent leur programme éducatif. C'est un lieu commun, un leitmotiv que l'entendre qu'il faut revaloriser la voie professionnelle. Nous avons des idées dans les cartons, nous y travaillons, c'est pour nous un des dossiers essentiels. Qu'en est-il du devoir de réserve des fonctionnaires, des enseignants? Si vous posez cette question, c'est parce que vous suspectez, non, peut-être que nous enfreignons ce devoir. Non, je vous fais peut-être imposer l'attention. Non, pas du tout. Non, non, quel est votre rapport avec, d'accord, je comprends avec vos élèves sur le plan comment dire, de la neutralité de l'enseignement? Alors c'est un point tout à fait essentiel. Nous sommes profondément attachés à l'exigence, qui est un devoir effectivement fait aux enseignants, que d'être d'une neutralité politique irréprochable dans le cadre de leur métier, de l'exercice de leur métier, et particulièrement devant leurs élèves. Et j'ajouterai de façon un peu maligne, nous, parce que nous avons de fortes raisons de douter que cette neutralité soit observée par tous les professeurs, d'où qu'ils viennent politiquement. D'ailleurs, je peux vous annoncer que l'une des actions que nous entendons mener l'année prochaine, lors de la prochaine année scolaire, s'intitulera « Pas de politique dans nos établissements », parce que nous considérons comme proprement inacceptable, particulièrement que des organisations syndicales, particulièrement une, Sud Éducation, on peut la nommer, eh bien, détournent le syndicalisme enseignant pour faire de la propagande politique dans le cadre des établissements scolaires. Donc nous sommes, pour notre part, irréprochables du point de vue de la neutralité politique. Il n'est évidemment pas question, lorsque je disais que les enseignants patriotes se trouvaient aussi, et le savaient, et pouvaient se reconnaître entre eux dans les salles des professeurs, je n'entendais pas du tout renvoyer à aucune espèce de propagande que nous ferions. Vous avez dit que ce collectif avait vocation à grandir. Est-ce que vous avez des objectifs dans ce département? Alors, oui, c'est sur la question des chiffres. Oui. Je vais vous répondre qu'effectivement, plus il y aura d'enseignants qui nous rejoindront, mieux ce sera. Mais ce n'est pas pour autant un impératif absolu. Parce que, vous l'avez compris, je vais utiliser un anglicisme, que je vais mal prononcer sans faire d'effort à dessein. Nous avons vocation, en somme, à être peut-être davantage un think tank qu'un rassemblement envoyé de masse. Ce que nous voulons, c'est produire des notes, des analyses, pour comprendre exactement la raison et la nature de tous les dysfonctionnements dont pâtit le système, élaborer des propositions donc concrètes, réalistes, chiffrées, qui puissent donner lieu, je peux préciser ce point si vous le souhaitez. Le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2012 comptait un chapitre, la partie économique du programme comptait, je crois, 106 pages. La partie éducation était beaucoup plus réduite. Eh bien, notre objectif, c'est d'élaborer de façon impeccable, de façon parfaitement précise, chiffrée, un programme au moins de 106 pages pour l'éducation pour le programme de 2017. Donc à ce compte-là, moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas tant qu'il y ait une multitude d'adhérents, que des gens qui soient disposés à réfléchir, à travailler, à se rencontrer, et également à produire des idées. Êtes-vous syndiqué dans des syndicats d'enseignants? Je vous laisse répondre? Non, en tous les cas. Alors, moi j'ai été longtemps syndiqué Force ouvrière, longtemps, oui, une bonne dizaine d'années en tout cas. Je dois dire que je reste en phase avec un certain nombre de positions de ce syndicat. Donc Force ouvrière, lycée et collège, c'est le syndicat SNFOLC, pour énoncer le sigle, parce que c'est un syndicat qui est attaché aux fondamentaux de la République, qui justement, et c'est bien ce que doit être un syndicat, est neutre politiquement, en tout cas se revendique comme tel. C'est un syndicat qui est attaché à un certain nombre de choses qui me paraissent fondamentales, telles en particulier le statut des enseignants, qui est certes défini par les décrets du 25 mai 1950, dont on a beau jeu de dire que cela date, mais qui en même temps
au-delà des privilèges, pourrait-on dire, relatifs, que ce statut accorde, eh bien, assure que la mission des enseignants, ce soit d'enseigner. Puisque c'est le décret de 1950 énonce de façon extrêmement explicite que les obligations de service des enseignants, ce sont les heures de cours, et non pas autre chose, de l'animation diverses et variées, tout ce que les délires pédagogistes ont pu conduire à prétendre leur faire faire. Donc j'ai été longtemps syndiqué Force ouvrière. Je lui ai d'ailleurs rendu sur la question précise, parce que ces statuts, savez-vous, sont très fortement menacés. Rendez-vous compte, un statut national, par les temps qui courent, évidemment, il faut en finir avec. Donc nous avons soutenu explicitement FO. Il nous a paru légitime, dans un communiqué de presse, sur la question justement de l'atteinte qui se profilait de ces statuts de 1950, il nous a paru légitime de dénoncer les organisations syndicales complices du ministre, donc qui voulait en finir avec ces statuts, et au contraire apporter notre soutien explicitement à Force ouvrière et lycées et collèges qui, lui, les défend. Envisagez-vous de transformer ce collectif Racine en syndicat? En aucun cas. En aucun cas, parce qu'il y a là une différence profonde qui est une différence de nature, si vous voulez. Un syndicat, il défend les intérêts particuliers des gens, de ses adhérents, de ses mandants. Et le syndicat dont je parlais, si j'ai pu lui appartenir un certain temps, c'est parce que ces intérêts particuliers me paraissent assez largement, tels que les défendait en tout cas ce syndicat, être en phase avec l'intérêt général. Je parlais de ces fondamentaux républicains. Le collectif Racine, lui, ne défend pas les intérêts particuliers de ses membres et ne défend même pas les intérêts particuliers des enseignants. Son propos est son souci, c'est l'intérêt général, si vous voulez. C'est-à-dire que redresser l'école, c'est la condition pour relever la France, et je dirais que la formule peut être renversée. Ça marche dans les deux sens. Donc, nous ne sommes pas du tout un syndicat et n'avons aucune vocation à le devenir. Et vos membres sont avant tout des enseignants? Oui. Avant tout des enseignants, nous avons des personnels de direction. Nous avons, mais les choses vont sans doute évoluer, parmi les personnels de direction en particulier, la plupart qui sont adhérents chez nous sont retraités. On peut comprendre pourquoi. Parce que vous parliez de devoir de réserve, sans doute s'applique-t-il de façon plus drastique à ces corps. Les choses étant en train d'évoluer, j'ai bon espoir que nous avons même des personnels de l'inspection, vous savez, qui demandent l'anonymat. Je précise qu'évidemment, vu une certaine terreur idéologique que nombre d'organisations continuent à faire régner, que nous garantissons bien sûr lorsqu'ils le demandent, le plus strict anonymat à nos adhérents. Au regard de ce que vous venez d'expliquer, du coup, le collectif 44 compte combien d'enseignants en activité? Alors je vous disais tout à l'heure que nous avions une dizaine d'enseignants dans le collectif 44. Une dizaine de membres. Oui, une dizaine de membres. Je n'ai pas en tête précisément le fichier. Sur une Ces dizaine, deux enseignants qui m'entourent sont en activité. Sur une dizaine de calculs. Oui, bien sûr. Nous devons en avoir 6 ou 7 qui sont en activité. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez une exigence de neutralité, d'être irréprochable là-dessus par rapport aux enseignants. J'imagine que c'est aussi le cas auprès des élèves. Vous n'avez pas, est-ce que votre obédience politique influence votre façon d'enseigner? Évidemment non. Évidemment non. Et pourtant, il y a des matières sans doute plus sensibles que d'autres. La philosophie est sans doute peut-être plus sensible que d'autres. Ou l'histoire. Ou l'histoire, peut-être plus encore. Je vais répondre pour la philosophie. Le discours que nous tenons vise l'universel, si vous voulez. C'est-à-dire que nous n'énonçons pas des points de vue particuliers, donc pas de point de vue partisan, donc pas de point de vue idéologique orienté. Il n'est pas malaisé de faire un cours de philosophie et de faire une année de philosophie sans laisser transparaître en rien. Par contre, grâce à vous, les médias, les élèves savent, et leurs parents évidemment, qui nous sommes et quel est notre engagement par ailleurs. Mais l'ensemble des personnels est soumis à cette obligation de neutralité, en principe. Quand j'ai posé la question concernant le syndicalisme, j'ai eu, pendant un certain temps, l'impression
d'écouter une conférence de presse syndicale parce qu'il y avait un discours important concernant, enfin elle est assez long et développé, concernant les conditions de travail, concernant la façon d'enseigner. Donc je reviens là-dessus. Enfin, en quoi est-ce que vous êtes un mouvement politique et pas un mouvement syndical? Enfin, en quoi est-ce que vous n'êtes pas un syndicat? Je vais peut-être te laisser répondre, je pourrais répondre. Les conditions matérielles dans lesquelles les enseignants exercent leur métier n'est qu'une forme d'un déclin général de l'école. Bon. Elle en a plein d'autres, il en a plein d'autres, ce déclin de forme. C'est aussi le fait que les élèves sont acculés à un échec scolaire massif. Bref, il y en a une multitude de formes, c'en est une parmi d'autres. Bon. Alors effectivement, nous ne défendrions que les enseignants du point de vue de leurs conditions matérielles d'exercice, nous défendrions leurs intérêts particuliers. Or, je vous répète que ce n'est pas notre cas, que notre cas, c'est de vouloir, je reprends la formule, redresser l'école pour relever la France. À ce titre, nous ne défendons pas simplement, en tout cas pas d'abord, les intérêts particuliers des enseignants. Notre souci est d'intérêt général. Voilà. Il se trouve que, ayant cette perspective qui est politique, donc qui est intrinsèquement politique, eh bien, nous ne pouvons pas, d'où le propos qui a été tenu, notamment par Patricia, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération cette forme particulière du déclin du système, qui est la souffrance des enseignants. Est-ce que c'est facile en tant qu'enseignant, enseignante, de dire à ses collègues qu'on est membre du collectif Racine, ou est-ce que c'est encore aujourd'hui être victime de préjugés dans le milieu des profs? En tous les cas, moi je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. D'accord. Oui, évidemment, c'est compliqué. Oui. Oui, bien sûr. Enfin, c'est une évidence que c'est compliqué. C'est plus facile d'être engagé à gauche, ça passe mieux que de s'engager pour l'école. Mais maintenant, après, il faut savoir pourquoi on est là. Et encore une fois, on n'est pas là pour défendre les intérêts des enseignants. Je veux dire, on est avant tout là pour défendre l'école et pour défendre les enfants qui sont les nôtres, qui sont dans l'école. Donc oui, c'est difficile, mais maintenant, quand c'est expliqué, ça va, puisque on a des bonnes raisons. Quand on explique les choses, voilà, on peut le comprendre. Madame Lemoine, pardon, du coup, vous travaillez dans quel établissement Je travaille dans un lycée. Mais où Je préfère taire le nom de non, mais parce que du coup, il y a l'établissement. votre nom, c'est pour ça, je suppose que... Comment? Non, mais c'est parce que comme il y a votre nom et que du coup, vous êtes secrétaire... Alors, comme je suis remplaçante, en fait, je connais plusieurs lycées. Ah, oui, Voilà. Donc vous êtes enseignante en Loire-Atlantique, dans plusieurs Voilà, établissements de Loire-Atlantique. Voilà. D'accord. Donc j'ai en charge principalement les premières et les terminales. Bien. Et pardonnez-moi, le nom collectif Racine a-t-il quelque chose à voir avec l'auteur de Phèdre? Oui, enfin, c'est sans doute ce à quoi nous avons pensé en premier lieu. Nous avons pensé à plusieurs noms. Racine s'est imposé parce que pour nous, c'est un des modèles. Alors le noyau, d'ailleurs, je fais une insiste, le noyau est un noyau littéraire, si vous voulez, professeur enseignant des disciplines littéraires. Écoutez, la langue française, c'est un avis un peu subjectif, peut-être que je lance ici, mais la langue française, sans doute, connaît son plus haut point de perfection chez un auteur comme Racine. Donc, effectivement, pour nous, Racine était symbole de l'excellence française, de l'excellence de la langue française, et dans la mesure où nous étions des littéraires, surtout au début, il était assez naturel que nous pensions à cet auteur. Mais nous entendons aussi à travers le mot, c'est une des raisons sans doute pour laquelle nous avons retenu cette désignation, eh bien, sans doute d'autres choses aussi. Il faut revenir aux racines, c'est-à-dire aux fondamentaux. Ce sont des racines républicaines, au cas où ça n'aurait pas été clair. Est-ce que la dynamique actuelle électorale du Front National a un lien avec la création aujourd'hui du collectif? Ou est-ce que finalement du collectif départemental, j'entends, ou est-ce que cette section locale était vouée à naître, c'était déjà dans les cartons? Non, enfin, si vous voulez, bon, je chapeaute toutes ces sections, donc il y en a deux qui existent dès à présent, le Var, Loire-Atlantique. Nous lançons la section parisienne à Paris, donc, pardon pour la répétition, nous lançons la section parisienne à la fin du mois, le 20 juin, normalement.
Nous lancerons à la rentrée de septembre, il y en a 2 qui sont quasiment certaines. C'est celle du Cher et celle du Finistère. J'y tenais un peu parce que je lis évidemment ce qui s'écrit de méchant sur nous. Et j'ai lu notamment, sous la plume de l'auteur auquel je faisais référence, enfin, de l'enseignant anarchiste auquel je faisais référence, que nous avions monté une section dans le Var, que ça allait être probablement la seule, parce que finalement, nous n'étions pas présents, on est implantés ailleurs, le Front National moins ailleurs que dans le Sud-Est, alors rendez-vous compte, les enseignants bleu marine. Je fais un peu exprès du coup, de pousser un peu pour que ce soit des sections, pour l'instant, vous voyez, qui apparaissent et qui sont dans des zones géographiques où le Front National ne fait pas c'est plus au score. Voilà. Donc, c'est d'en avoir dans chaque département ou pas? Bah écoutez, oui, 2 par région, ça serait bien. Mais enfin, elles vont changer les régions. 2 sur le modèle des anciennes régions. On va essayer de faire ça. J'en souhaitais une en Bretagne. Non, c'est l'histoire de communauté, si vous voulez, que je vous précise les conditions qui doivent être réunies pour que nous puissions lancer une section. Je dirais qu'il faut des membres qui soient susceptibles de s'engager, qui soient motivés, voilà, qui veulent sortir, s'afficher publiquement, comme c'est le cas de mes 2 camarades et collègues, qui soient suffisamment motivés pour essayer d'aller à la rencontre d'autres enseignants. Voilà. Que nous faut-il? Il faut évidemment un nombre suffisant d'adhérents. J'avais communiqué dans un quotidien national au mois d'octobre que dès lors qu'il y aurait 5-6, une poche de 5-6 enseignants dans un département, une section locale serait envisageable. Si nous pouvons avoir des structures qui facilitent la vie pour les organisations d'événements, de réunions, etc., c'est aussi bien. Mais vous voyez, il n'y a pas de... Mais c'est clairement une association politique. C'est clairement une association professionnelle affiliée à une structure politique. Voilà. C'est une association professionnelle. Mais qui a un lien, d'affiliation, si vous voulez. Voilà. Nous réclamons comme étant l'une des composantes du Rassemblement Bleu Marine. On peut être dans le collectif Racine et soutenir officiellement un autre parti? Vous me posez une question, je ne sais pas si le cas se présenterait, si le cas ne serait pas, encore faudrait-il, monsieur, qu'il y ait un autre parti qui se signale, se caractérise par l'authentique patriotisme qui galvanise l'ensemble de nos membres. Pour ma part, je n'en vois pas d'autre. C'est ce qui vous galvanise, madame? Moi, ce que je pense, c'est que le collectif Racine, c'est, en tout cas pour l'instant, le seul endroit où on se pose la question de pourquoi l'école ne va pas bien et que pouvons-nous faire pour que ça aille mieux. Ailleurs, on reprend ce qui a été fait, on continue, on persévère dans l'erreur, dans des choses qui n'ont pas de sens et qui ne sont pas bonnes pour l'école. Donc, en tout cas, au collectif Racine, les choses se pensent, on réfléchit et on essaye de faire en sorte que la situation s'améliore. Ailleurs, ce n'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu sur le socle commun, par exemple, il y a eu une démission il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que ça ne va pas, parce que concrètement, dans les faits, ça ressemble à rien et que ça ne colle pas à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Ici, on est des gens, on travaille, on est dans les classes, on est en lycée, en université, en collège, en ZEP, en PASEP, on est un peu partout et on a une vision globale, on communique ensemble et on se pose des questions, comment faire pour que ça aille mieux. Ailleurs, vous entendez quoi par ailleurs? Bah justement, j'entends rien du tout puisqu'il n'y en a pas. À ma connaissance, en tout cas. Les vacances scolaires arrivent bientôt, mais il y aura la rentrée ensuite. Et est-ce que vous prévoyez déjà des actions ou des formes d'intervention pour cette rentrée qui sera marquée dans de nouvelles communes par les problématiques de la réforme des rythmes notamment? Il n'y a pas que ça. La réforme des rythmes scolaires s'applique obligatoirement. Hein, elle est aberrante. C'est posé, je ne vous cache pas que j'ai eu l'occasion de travailler sur cette question de sorte à pouvoir aider nos élus municipaux. C'est posé la question de savoir comment faire pour qu'elle soit aussi peu coûteuse, son application soit aussi peu coûteuse pour les mairies. Bon. Alors là, vous avez un effet extrêmement pervers de la décentralisation, même si elle est ancienne, parce que il s'agit bien donc des écoles élémentaires qui sont administrées
par les communes depuis déjà longtemps. Mais finalement, l'État se décharge sur les communes de l'obligation d'organiser du temps qui certes n'est pas du temps scolaire mais du temps périscolaire. Donc ce travail a déjà été fait. Nos élus n'auront pas d'autre choix que d'appliquer, souvent de façon très coûteuse, cette réforme. D'autres actions, je vous en ai... Vous opposez complètement à cette réforme. Ah oui, nous sommes. C'est-à-dire que pour nous, les missions de l'école, c'est pas le périscolaire. Par définition, le périscolaire est autour. Voilà. Bon. Et franchement, la question du temps scolaire, des rythmes scolaires, si elle présente quelque importance, n'est tout de même pas la question fondamentale, la question majeure. La question majeure, c'est de savoir qu'est-ce qu'on enseigne et comment on l'enseigne, hein, non pas le temps scolaire. Juste sur le plan très pratique, je voulais resituer chacune des personnes. Donc vous, monsieur Avello, vous êtes le secrétaire général national, Oui, c'est ça? D'accord. Et vous, mesdames Moelle et Rose, donc vous êtes la secrétaire départementale, et vous, madame Rose? Moi, je suis membre de la section. Membre de la section, d'accord. Et monsieur Avello, vous enseignez la philosophie à Nantes? Non, j'enseigne la philosophie, j'habite à Nantes, et j'enseigne la philosophie au lycée Pierre-Mendès-France de La Roche-sur-Yon. Et je reviens à ma question précédente. Outre les remontées d'informations, de notes, d'analyse, est-ce que vous envisagez des actions de terrain, des manifestations, des prises de position Selon l'actualité. Oui. Selon l'actualité. Ça fait partie des modes d'expression éventuels du collectif. Vous savez, j'évoquais tout à l'heure le cas du lycée expérimental de Saint-Nazaire. Le lycée expérimental de Saint-Nazaire fait assez souvent parler de lui. Il me semble qu'il y a eu dernièrement des choses assez curieuses qui se passent, qui sont produites en son sein, notamment une démarche de la projection de films, si je suis bien au courant, si j'ai bien suivi, très contestable justement du point de vue du contenu politique, idéologique. Eh bien, là, le cas échéant... savoir c'était quoi? Oh, écoutez, des détails m'échappent là pour le coup, mais il me semble qu'il y a eu effectivement une projection de films qui faisait référence, et de façon assez positive, à des mouvements terroristes, je crois, anciens. La chose est à vérifier. Hein. Écoutez, c'est pour vous donner un exemple d'une action que nous aurions pu conduire, c'est-à-dire monter au créneau pour dénoncer, parce que... Encore faut-il être sûr de l'info, quoi. Pardon? Encore faut-il être sûr de l'info. Oui, mais je ne l'ai pas en tête, si vous voulez. Je m'occupe de beaucoup de choses. Je sais que les élus Front National des élus Front National de Saint-Nazaire ont communiqué sur cette question-là. Je ne l'ai pas en tête précisément. Je me charge par ailleurs notamment de toute la structuration interne, si vous voulez. Et voilà, pour vous donner un exemple, effectivement, j'envisagerai éventuellement, ou nous envisagerions éventuellement, de communiquer par voie de presse sur cette question-là, voire pourquoi pas de nous signaler au rectorat en tant signaler notre étonnement face à de tels faits. Si vous voulez. L'action dont vous parliez, pas de politique dans nos établissements, c'est une action spécifique à la Loire-Atlantique ou c'est une action nationale? Je n'ai pas compris votre question. L'action, pardon, excusez-moi, l'action dont vous parliez, pas de politique dans nos établissements, oui. Qui est votre priorité 2014-2015. Oui. C'est un des projets. Enfin, un des projets. C'est une action spécifique à la Loire-Atlantique. Non, c'est une action nationale. Oui. Et elle est dirigée nommément contre Sud Éducation. Écoutez, je l'ai nommé parce qu'il n'hésite pas lui aussi de son côté à nous désigner, à nous calomnier. C'est un retour de... Non, mais non, c'est pas une vengeance. C'est que on nous a suspecté ici et là. Ça s'est passé par exemple à Fréjus, si vous voulez, la section locale du Var, je l'ai inaugurée à dessein à Fréjus, parce que c'était sympathique d'aller plutôt qu'à Toulon, après tout dans une ville que notre mouvement politique avait remporté. Or, nous avons eu, dès le lendemain de notre conférence de lancement à Fréjus, eh bien, un article du Parti Socialiste, vous voyez, c'est pas celui d'éducation, qui nous faisait ce procès d'intention, qui faisait le procès d'intention aux enseignants que nous avons qui habitent à Fréjus. Voilà, Fréjus, c'est une mairie dont le maire est au Front National, donc les enseignants ne vont pas se priver pour distiller dans le cadre de leur cours les idées de nauséabondes du Front National. Bon. Donc il n'y a pas que Sud qui soit visé. Vous voyez, si nous disons pas de politique dans notre établissement, et c'est la réponse que j'ai faite avec le secrétaire départemental du Var, M. Formé, à la section fréjusienne du Parti Socialiste, c'est que non seulement nous étions strictement attachés à l'exigence de neutralité politique, mais que nous, le Parti Socialiste local nous donnait l'occasion
de dénoncer le fait qu'il noyote depuis des décennies l'enseignement, lui, par le biais de pseudo-organisations lycéennes telles la FIDEL ou l'UNL, qui sont des sous-marins du PS, tout le monde le sait, qui ont été d'ailleurs créés pour l'être, dans ce but, par le biais également de l'organisation étudiante UNEF. Voilà. Donc non, ce n'est pas uniquement dirigé contre Sud, c'est parce que nous entendons que partout, dans tous les établissements de France, tous les enseignants, quelles que soient leurs affinités ou leurs orientations politiques, eh bien, se tiennent à ce strict devoir de neutralité politique auquel nous nous tenons nous-mêmes. Pardonnez-moi de la référence, mais je dois poser la question, mais quand vous parlez d'associations professionnelles, ça rappelle la triste époque des corporations. Ah oui. Non, mais je pose la question parce que le mot sonne curieusement. Écoutez, ça sonne vichiste, quoi. Ah oui. Redressement aussi, on nous a dit ça une fois, le redressement, ça faisait penser aux Mais maisons de redressement. Est-ce que dans l'association professionnelle, il y a une référence à... Nullement, bien entendu. La question serait presque infamante, mais nous en avons l'habitude. Sauf que ce genre d'analogie fonctionne plus. L'opinion n'entend plus ce genre d'analogie à présent, c'est terminé. Non. Par contre, il n'y a aucune trace de pétinisme, de je ne sais quoi non plus. Le constat s'impose à nous que nous ne pouvons pas attendre des organisations syndicales, quelles qu'elles soient, déjà pour la première raison, qui est leur faible représentativité, qu'elles puissent en rien améliorer la situation du système scolaire. Voilà. Donc, dans la mesure où nous ne pouvons pas attendre des syndicats qu'ils puissent améliorer les choses, eh bien, nous nous y prenons autrement. Et la voie politique, telle que je l'ai dit tout à l'heure, est la seule. On réformera le système par le haut, c'est-à-dire, clairement, dans le sillage de l'élection présidentielle que nous espérons bien gagner. Vous avez évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure la déliquescence amorcée depuis plusieurs années de l'autorité de l'enseignant. Et parmi les préconisations, les souhaits, il y avait ce souhait de restaurer l'autorité du professeur. Comment on s'y prend? Déjà, on supprime le sursis, tout simplement, parce que ça fait déjà quelques années qu'on nous a mis des sanctions avec sursis. Si vous lisez, si vous avez des enfants en âge d'être scolarisés en collège, faites-vous plaisir et regardez un petit peu le règlement intérieur. Donc en fait, c'est l'élève a droit de, il a droit de, il a droit de, très bien. Après, sur ce qu'il ne peut pas faire, c'est déjà plus compliqué. Et puis la peine avec sursis, faut être un petit peu raisonnable. Comment est-ce que des enfants en construction qui ont besoin d'un cadre, alors quand je dis un cadre, c'est un cadre bienveillant, qui ont besoin d'être encadrés par des adultes qui leur montrent le chemin, où aller, où pas aller. Comment est-ce qu'on peut faire notre travail d'adulte à partir du moment où on a une sanction avec sursis? Comment l'enfant peut comprendre? Puis je rajouterais quand même quelque chose, c'est qu'il faut aussi que les enseignants aient une autre attitude en fait. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils doivent rétablir l'autorité. Voilà. Parce que bon, c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de professeurs qui se laissent en fait déborder et qui préfèrent jouer le jeu copain-copain plutôt que d'avoir vraiment un statut de véritable enseignant. Vous savez, comme il disait Anna, on a l'impression que dans beaucoup de classes que le professeur est un animateur et ça ne doit pas être en fait. Le moyen aussi de rétablir l'autorité, c'est aussi de faire par exemple des cours magistraux. Vous savez, quand un professeur se montre conseil aux jeunes collègues à qui on a désappris à enseigner par le biais des SP, des UFM rebaptisés, quand un professeur se montre légitime dans sa fonction et conscient de posséder un savoir qu'il est là pour transmettre, qu'il manifeste qu'il porte du soin à ses cours. Par exemple, vous voyez un professeur de philosophie qui arrive avec des livres qui ont servi à préparer le cours. Eh bien, n'ayez crainte, il est souvent, peut-être pas toujours, tellement certains établissements sont dévastés par la violence, mais il est souvent immanquablement respecté. Son autorité, l'autorité, c'est pas la sanction. L'autorité, c'est... on inspire l'autorité, vous voyez. Donc il faut... on remédiera à ces problèmes d'autorité, peut-être pas dans leur totalité, mais en tout cas pour une part, en replaçant le savoir au centre du système et effectivement
nous sommes partisans. Il n'y a aucune nostalgie particulière pour l'école du passé, à ceci près qu'à bien des égards, elle fonctionnait mieux que l'école d'aujourd'hui. Nous sommes partisans de réinstaurer le cours magistral, qui est interdit par la quasi-totalité des inspections générales aujourd'hui, toutes, ou presque, de réinstaurer le cours magistral partout où il est possible. Évidemment, pas en langue, par exemple. Vous voyez, le cours ne peut pas être exclusivement magistral dans un cours de langue, mais en français, en mathématiques, en philosophie, etc. Même pour les enfants de bas âge, je pense au collège, le cours magistral, effectivement, est une forme qui convient à la reconnaissance par les élèves de l'autorité des maîtres.